Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. La domotique Home Assistant connaît une véritable explosion ces dernières années, rendant ainsi le choix des supports si vaste que l'on peut facilement s'y perdre. Découvrez comment naviguer dans cette jungle d'options et surtout comment bien démarrer avec votre système domotique Home Assistant dans ce nouvel épisode, la domotique Home Assistant pour les nuls. Qu'on se le dise, ce titre n'est absolument pas péjoratif. Bien au contraire. Et puis, si vous avez cliqué sur cet épisode de podcast ou ce titre, c'est aussi parce que vous êtes dans cette recherche de la bonne direction, de la bonne marche à suivre, des bonnes pratiques à adopter. Je le sais puisque vous avez été très nombreux à me contacter pour me dire qu'il y a plein de guides sur le blog, c'est génial, et m'en remercier, je vous en remercie en retour, mais aussi me demander comment faire parce qu'il y a tellement de guides, tellement d'approches, tellement de matériel, tellement de supports. Comment faire pour bien démarrer? Quelle est la bonne direction à prendre? Eh bien, aujourd'hui les amis, ce podcast va vous donner toutes les réponses. Je vous propose donc d'aborder en long, en large et en travers la bonne approche à prendre, les bonnes pratiques pour bien démarrer Home Assistant, que vous soyez novice ou déjà connaisseur, mais que vous ayez quelques petites lacunes ou simplement quelques interrogations. Je vais vous donner toutes mes bonnes astuces pour bien démarrer de la sélection du support jusqu'à la sécurisation de votre domotique en passant par la customisation. Bref, on va tout aborder dans ce podcast. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet et parlons du premier choix à faire, le choix du support pour votre domotique Home Assistant. Rien que sur ce point, vous êtes déjà très nombreux à être perdus. Mais c'est normal, il y a tellement de supports possibles. Home Assistant peut s'installer aussi bien sur un Raspberry Pi que sur un CADAS VIM, que sur un Odroid, mais aussi sur un mini PC, un vieux PC, un PC portable, un vieux serveur, mais également un conteneur Docker ou une machine virtuelle. Il est clair qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de solutions de virtualisation, avec Proxmox bien sûr. Notre dernier épisode traitait exactement de ce sujet et donc forcément, si je dois vous recommander une solution pour virtualiser votre Home Assistant, je vous redirigerai automatiquement vers Proxmox. Mais il y a aussi les dernières nées de la gamme qui sont les box tout intégré, Home Assistant Green et Home Assistant Yellow. Un petit peu moins intégré pour Yellow, mais beaucoup plus flexible. Là aussi, on va vous en parler, même si j'ai déjà fait un épisode dessus. Détaillons un petit peu toutes les possibilités pour installer Home Assistant et en fonction de votre profil, de vos envies ou simplement de votre besoin ou de votre budget, vous allez pouvoir définir la bonne solution qui vous correspond pour votre domotique Home Assistant. Alors je l'ai dit, il y a le Raspberry, Odroid ou CADAS VIM. On va prendre le Raspberry, c'est le plus connu, c'est le support idéal de prédilection pour Home Assistant. Tous les makers et tous les informaticiens en herbe ont pratiqué le Raspberry Pi. Il est pas cher, il est puissant, il est flexible et c'est un excellent support pour la domotique Home Assistant. Intéressant à noter, bien que le Raspberry Pi soit en version 5 depuis maintenant un peu plus d'un an, cela ne représente que 6% des installations de Home Assistant, autant que le nombre d'installations d'Home Assistant sur la version 3 du Raspberry Pi. C'est vous dire si même la version 3 est encore très performante pour la version actuelle du système Home Assistant. Et puis, il y a le Raspberry Pi 4 qui est le grand champion du moment puisqu'il représente 26% des installations de Home Assistant actuellement. Mais le Raspberry va demander quelques connaissances, un peu de temps à passer dessus. Vous n'avez peut-être pas le temps ou pas envie d'investir du temps à monter votre système, ou alors vous faites partie de ceux qui ont envie de maîtriser tous les aspects de sa domotique, et donc, pratiquer avec un Raspberry Pi, c'est construire votre box de A à Z pour
en connaître les moindres détails et venir y apporter de la maintenance simplifiée par la suite. Mais c'est aussi le cas avec des mini PC ou un simple PC, un vieux PC que vous auriez dans votre stock, un vieux PC qui a déjà une dizaine d'années. Ce n'est pas un problème, c'est aussi un très bon support pour Home Assistant. Le système domotique Home Assistant est basé sur du Linux, c'est quelque chose qui est très rapide, flexible et surtout qui ne demande pas beaucoup de ressources. C'est d'ailleurs pour ça que le Raspberry Pi est une bonne solution. Mais le mini PC ou le vieux PC portable ou le vieux PC fixe que vous auriez dans vos tiroirs, dans vos armoires à la maison peut tout à fait être un support parfait et recyclé en tant que tel pour devenir votre serveur domotique qui hébergera votre solution domotique Home Assistant. Grand incontournable des supports pour Home Assistant, le Raspberry Pi 4 s'est démocratisé au même moment que Home Assistant a explosé. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est aujourd'hui le support le plus utilisé dans cette catégorie de support, la catégorie des nano-ordinateurs au format carte de crédit, mais cela se justifie aussi par le potentiel de ce Raspberry Pi 4 en version 4 ou 8 Go qui reste aujourd'hui un excellent support. J'ai moi-même une installation de Home Assistant sur le Raspberry Pi 4 depuis sa sortie qui fonctionne toujours très très bien. Autre support très en vogue actuellement, il s'agit du mini PC. Nous l'avons vu à la rédaction dans plusieurs sujets et tests toute l'année 2024 et il y en aura aussi pas mal d'autres qui arriveront en 2025. On a bien vu que le mini PC, suivant sa puissance, peut tout à fait être un parfait support en mode barre métal où vous allez y installer directement le système Home Assistant sans surcouche ou sans couche intermédiaire, HAOS, qui va venir s'installer sur le mini PC. Le mini PC a l'avantage d'être petit, discret, ne fait pas de bruit, consomme très peu d'énergie et propose un stockage rapide à base de puces électroniques et non plus de disques mécaniques. Un stockage rapide, voire multiple, et donc se révèle être une très bonne alternative. Et puis, il y a les mini-PC plus évolués, plus puissants, un peu plus chers, sur lesquels vous allez faire l'impasse du mode barre métal pour pouvoir profiter de toute la puissance qu'il peut offrir et passer sur un hyperviseur Proxmox, donc de la virtualisation, et y virtualiser votre système domotique Home Assistant, mais également tous les services annexes, Zigbee to MQTT, MQTT, FreeGate. Vous allez pouvoir y encapsuler tous vos systèmes et tout contrôler depuis un seul et même hardware. L'avantage, eh bien, il est économique. Vous allez avoir un avantage en maintenance parce que vous allez tout centraliser dans un seul et même point. Vous allez avoir un gain dans l'encombrement puisque vous n'aurez pas des multiples box ou PC à gérer ou serveurs, mais uniquement un seul et unique mini PC qui gérera toutes vos machines virtuelles et autres services et conteneurs LXC dans l'interface de Proxmox et là vous aurez une solution ultime. Mais attention, ce type de solution n'est pas dédié à tout le monde. Encore une fois, si vous n'avez pas un profil informatique expert ou simplement curieux de l'informatique et avez du temps à investir, je vous déconseille de choisir la virtualisation. Portez-vous plutôt sur quelque chose de plus léger comme le Raspberry Pi ou les box prêtes à l'emploi, Home Assistant Green par exemple. Si en revanche vous avez le bon profil technique ou tout simplement que vous avez envie de découvrir ou le temps à investir pour découvrir, c'est accessible, mais il va falloir faire un petit investissement dans le temps et un investissement personnel pour comprendre les rouages de la virtualisation. Ce n'est pas insurmontable, mais sachez que on ne peut pas se lancer dans la virtualisation comme ça sans avoir quelques bases et quelques connaissances. Cela fait aussi partie des choses qui vont conditionner votre expérience domotique. Donc vraiment, si vous voulez faire de la virtualisation, sachez que vous allez devoir investir du temps. Mais si c'est le cas, vous pouvez partir sur cette solution Proxmox. Si vous n'avez pas ce type de profil et ne voulez pas vous embêter avec de la maintenance à faire dans le temps sur votre système domotique et parfois quelques manipulations un petit peu poussées, je vous orienterai pas vers Proxmox, mais plutôt vers les solutions alternatives Home Assistant Green, la plus simple et la plus pratique et la plus économique des approches Home Assistant clé en main, ou Home Assistant Yellow,
qui est une box qui est à mi-chemin entre le do-it-yourself du Raspberry Pi et la box Home Assistant Green, va vous permettre d'avoir un hardware de base sélectionné par les équipes de Nabucasa, donc quelque chose d'éprouvé, sur lequel vous allez venir apporter un Raspberry Compute module, alors 4 ou 5, puisque le 5 est également supporté maintenant, pour en faire le cœur du système. Et vous pourrez le faire évoluer dans le temps. Par exemple, vous avez jusqu'à présent un Compute module 4, eh bien vous allez pouvoir le faire évoluer vers un Compute module 5 pour avoir encore plus de puissance, tout en gardant le même système, la même base, la même box Home Assistant Yellow. Concernant le stockage, là aussi, vous avez l'embarras du choix, puisque vous pouvez choisir entre l'utilisation d'un disque SSD M2 dédié qui vient se connecter sur un port déjà prévu à cet effet sur la carte mère de la box Home Assistant Yellow, ou bien de faire le choix d'un compute module complet qui embarque la puce de stockage directement, et pourquoi pas utiliser le port NVMe de la box pour faire des sauvegardes en local par exemple. Le gros avantage de Home Assistant Yellow, c'est sa flexibilité. Une base commune et puis une évolution possible dans le temps, mais également une constitution de la box selon vos envies ou votre budget ou simplement vos besoins techniques, puisque le compute module en version 4 ou en version 5 se décline en de multiples combinaisons. À vous de choisir, avec ou sans stockage, 4 ou 8 Go de mémoire, c'est à vous de choisir. Il y a multitude de choix et multitude de prix pour correspondre à vos besoins. Pour résumer, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter ou que vous êtes novice et que vous n'avez pas envie de consacrer du temps à apprendre tout cela, c'est tout à fait possible et je peux le comprendre, vous optez pour la Home Assistant Green et vous aurez la meilleure expérience domotique possible pour votre profil. Si en revanche, vous êtes beaucoup plus avancé, avez envie d'apprendre un peu plus, même si vous n'y connaissez pas grand-chose, mais avez l'envie d'apprendre, je vous invite à vous tourner vers le Raspberry Pi, voire Home Assistant Yellow. Et puis enfin, si vous êtes un geek, un passionné, ou si la domotique n'a plus de secret pour vous, ou l'informatique n'a pas de secret pour vous, eh bien forcément, dirigez-vous vers un serveur, un mini PC avec Proxmox, ou un vieux PC. Là, allez-y, faites-vous plaisir, et vous pouvez vraiment faire une architecture domotique, un écosystème domotique virtualisé génial. Donc allez-y, foncez, et optez pour Proxmox. Du côté des chiffres, pour vous donner une tendance de ce qui est fait dans le monde de la communauté suivant ces différents supports, 32% utilisent des machines virtuelles, 15% vont utiliser des PC, donc peut-être une installation sur un mini PC en barre métal ou un vieux PC recyclé, 7% font l'utilisation d'une Home Assistant Green, mais les box Home Assistant Green et Yellow sont encore un peu jeunes. Et puis, 3% ont fait le choix d'utiliser Home Assistant Yellow. Maintenant que nous avons fait le bon choix pour le support de notre système domotique Home Assistant, je vous fais l'impasse sur l'onboarding et le démarrage. Vous trouverez tous les détails dans les différents sujets que j'ai pu faire sur le blog, que ce soit dans les tests, les différents guides sur la virtualisation ou l'installation de Home Assistant OS sur le Raspberry Pi. Vous aurez toujours une partie onboarding. Il n'y a pas plus simple, l'onboarding Home Assistant est relativement très bien fait et vous accompagne vraiment dans toute la découverte, la création de votre compte et la découverte de tous les objets qui seraient compatibles sur votre réseau pour commencer à les prendre en charge avant même que vous ayez décidé ou pensé à les intégrer. Donc l'onboarding, il est bien conçu, pas besoin de revenir dessus. En revanche, là où je veux insister maintenant, c'est sur le choix du protocole domotique à adopter sur votre système. Le protocole domotique, là encore on en a déjà discuté, vous savez ce que c'est le réseau qui va permettre à vos différents objets connectés, en tout cas à vos différents périphériques domotiques, à dialoguer entre eux et surtout dialoguer avec le coordinateur qui est le serveur domotique, votre instance Home Assistant. On connaît sur le monde des objets connectés le Wi-Fi. Le Wi-Fi est dans toutes les maisons, mais je vais me répéter encore une fois, le Wi-Fi n'est pas un réseau fait pour faire de la domotique. Pour faire de la domotique efficace, vous devez utiliser un protocole domotique taillé, pensé et fait pour le Zigbee, le Z-Wave, le protocole Matter, des protocoles qui ont été
spécialement conçu pour gérer un réseau domotique. S'il vous plaît, faites l'impasse sur le Wi-Fi, conservez vos appareils Wi-Fi, je ne vous dis pas de les jeter, mais conservez-les, vous pourrez les gérer dans Home Assistant, mais adoptez une stratégie domotique avec un protocole domotique et orientez-vous vers celui-ci pour toute l'intégration de votre maison et de vos périphériques domotiques qui rejoindront votre installation par la suite. Si je devais faire un choix et vous faire une recommandation, ce serait sans hésiter le Zigbee. Pourquoi le Zigbee ? Eh bien parce que c'est un protocole domotique qui a toutes les qualités que l'on peut espérer d'un protocole domotique, un maillage fiable, des transactions sécurisées, une longue portée qui va s'amplifier avec le maillage. Si vous faites un bon maillage grâce aux différents modules routeurs que peuvent représenter des modules alimentés ou des prises, vous allez avoir vraiment une densité de routes possible pour vos périphériques terminaux, les capteurs de température, les détecteurs d'ouverture et tous ces capteurs qui sont alimentés par pile vont emprunter différentes routes proposées par tous vos périphériques routeurs qui sont ceux alimentés sur le secteur, qui vont faire office de répéteurs en même temps et donc étendre votre réseau. En gros, le Zigbee est le plus approprié et surtout parce que c'est là où vous allez avoir la plus grande variété de périphériques à des prix très intéressants. J'aurais pu vous proposer le Z-Wave qui comporte des caractéristiques similaires au Zigbee et qui est aussi un excellent protocole domotique, mais le Z-Wave a un peu moins de périphériques disponibles et surtout ils sont beaucoup plus chers. Donc le bon compromis reste le Zigbee et puis souvent vous avez les périphériques Zigbee qui sont aussi compatibles Thread et donc compatibles Matter et c'est mon autre recommandation, le protocole Matter qui arrive de plus en plus sur les différents périphériques proposés. Comme je le disais, bien souvent vous avez des périphériques Zigbee qui sont compatibles Matter. Alors vous avez la bonne combinaison en utilisant à la fois le protocole Zigbee et le protocole Matter et vous aurez quelque chose de cohérent sur votre installation. Concernant la solution pour gérer votre réseau Zigbee, je ne vais pas revenir dessus, je vous renvoie à l'écoute du podcast dédié au protocole Zigbee. Il y a 2 écoles. Sur Home Assistant, il y a ZHA qui est l'intégration officielle et puis il y a Zigbee to MQTT. Préférence personnelle pour Zigbee to MQTT associé à MQTT. Je vous renvoie vers le podcast pour avoir plus de détails sur le pourquoi du comment je préfère Zigbee to MQTT. Parlons à présent des quelques plugins que je vous conseil et que je vous recommande d'installer tout de suite après l'installation de votre système domotique pour bien démarrer. Il y en a plusieurs, mais je vous ai fait une petite sélection. Premièrement, Visual Studio Code. C'est pour moi un incontournable qui vous permettra de gérer votre code YAML par la suite sur votre Home Assistant de la meilleure des manières. Autre incontournable à installer immédiatement au plus vite après l'installation, HACS. HACS, c'est le store communautaire où vous aurez toutes les intégrations non officielles mais tout aussi indispensables et vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour améliorer votre système. HACS, étape obligatoire, là aussi on a un guide, je vous le mets dans les notes du podcast et vous aurez la bonne méthode pour le faire. Ensuite, si vous choisissez Zigbee to MQTT, il faudra aussi mettre en place MQTT assez rapidement avant même de mettre en place Zigbee to MQTT, donc il rentre aussi dans ma shortlist des intégrations indispensables à installer tout de suite après l'installation de Home Assistant. Autre module complémentaire très utile que je vous recommande d'installer rapidement, il s'agit de Terminal et SSH. Grâce à ça, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre Home Assistant à distance via SSH, mais vous allez aussi pouvoir générer des commandes sur votre système domotique qui vous seront certainement utiles à un moment dans la maintenance de votre système. Pour les autres, il y a plusieurs autres intégrations et modules complémentaires indispensables, mais beaucoup sont empaquetés dans HACS, donc HACS est une étape obligatoire. Mais je vous mets dans les notes du podcast mes petits top 5 que j'ai pu faire dernièrement sur les intégrations, que ce soit intégration officielle ou HACS, et vous allez pouvoir voir par vous-même ce qu'il vous faut et ce qu'il vous faut installer sur votre système domotique pour bien démarrer dans de bonnes conditions. Autre point indispensable pour moi pour bien démarrer avec Home Assistant, c'est commencer à pratiquer le code YAML.
Pour aller plus loin sur votre domotique Home Assistant, il vous faudra à un moment mettre les mains dans le code. Le YAML est le langage dans lequel est développé le système domotique Home Assistant et sur lequel vous pouvez, dans un peu toutes les pages du système, switcher en mode code pour passer de l'interface graphique où vous avez les menus, les boutons et les listes déroulantes à un menu où vous allez faire beaucoup plus de choses dans la même fonctionnalité mais au travers du code YAML. Que ce soit pour des automatisations avancées ou pour personnaliser votre tableau de bord, maîtriser le YAML, en tout cas en avoir quelques connaissances est pour moi indispensable pour tirer le meilleur parti de votre installation domotique. Donc essayez, je sais que si vous n'êtes pas familier avec le code, ça va être compliqué, mais essayez de regarder les différents guides que je propose où je mets des exemples et vous allez voir que le code YAML est assez simple à appréhender. Vous aurez beaucoup d'exemples, vous avez toutes mes bibliothèques que je mets à disposition au téléchargement pour copier-coller et donc ça va vous aider à comprendre un peu mieux. Vous verrez que comme vous avez l'intégration que je vous recommande au début, Visual Code Studio, qui est sur votre instance Home Assistant, vous aurez une colorisation syntaxique et une méthodologie, une approche de votre code qui sera beaucoup plus simple. Donc tout ça va vous aider à appréhender le YAML, mais vraiment essayez de comprendre et de vous intéresser au code YAML et vous verrez que ça vous sera très utile pour la suite. Il s'agit des automatisations. Les automatisations, c'est le cœur de votre système domotique, c'est les scénarios, c'est chaque appareil doit avoir un chef d'orchestre pour orchestrer vos préférences au sein de l'écosystème et de votre maison. C'est ici que les scénarios entrent en jeu. Apprenez à programmer vos automatisations pour rendre votre domicile, votre maison encore plus intelligente, réactive. Essayez de configurer vos automatisations pour anticiper vos besoins et vous verrez que c'est grâce à ces automatisations un peu plus poussées que vous allez évoluer dans la domotique et proposer des automatismes bien pensés qui vont vous faire gagner du temps, du confort, de l'énergie, des économies en général. Bien maîtriser les automatisations dans Home Assistant, c'est donc bien maîtriser le moteur de fabrication de ces automatisations, mais également la part de code YAML qui est derrière ces automatisations, puisque en YAML, vous allez pouvoir faire des choses encore plus poussées et vraiment arriver à faire ce dont vous avez envie que la domotique fasse pour vous grâce au code YAML et plus généralement aux automatisations. C'est donc un passage obligatoire. Avoir un système domotique installé sur le bon support, bien installé correctement, bien configuré, mais sans utiliser la puissance des automatisations, ça n'a pas de sens, ce n'est pas de la domotique. La domotique est faite pour vous les amis, pour anticiper vos besoins. Allumer les lumières quand vous allez passer dans une zone et les éteindre pour vous quand vous êtes sorti de cette zone. Allumer les lumières uniquement si la luminosité est trop faible. Allumer les lumières pour simuler votre présence quand vous n'êtes pas là, à des façons aléatoires et non pas figées pour vraiment faire une réelle simulation de présence. Vous alertez quand un capteur détecte un seuil anormal de quelque chose. Vous alertez pour pas mal d'éléments qui a trait à la sécurité, un départ de feu, une fuite d'eau, une intrusion. Vous allez avoir besoin d'impliquer vos automatisations dans tout ça pour avoir quelque chose de natif et de dynamique et surtout d'intelligent. Donc s'il vous plaît, penchez-vous sur les automatisations en même temps que vous vous penchez sur le code YAML et vous verrez que vous arriverez à faire de la super domotique. L'autre aspect sur lequel vous allez devoir vous pencher rapidement, c'est aussi le tableau de bord et son design. Mais il y a aussi quelques autres aspects avant, même si le tableau de bord et son design est intimement lié avec les automatisations et en tout cas le code YAML et tout ce que l'on a dit avant. Par exemple, pour avoir un tableau de bord qui est beau et fait un petit peu à votre image, vous allez avoir besoin d'installer au préalable HACS. C'est pourquoi je vous le recommande tout de suite après l'installation, puisque dans HACS, vous allez trouver un tas d'intégrations pour personnaliser vos tableaux de bord, comme Mushroom par exemple, qui est pour moi le module de carte le plus avancé et le plus design que l'on peut trouver dans Home Assistant, mais vous allez aussi avoir l'intégration Mini Graph Card qui va vous permettre de personnaliser des graphiques très bien faits. Là aussi, je vous explique comment faire dans un guide complet qui vous donne
pas mal d'exemples, notamment avec le code YAML, pour appréhender et mettre en forme des graphiques super jolis, avec plein de couleurs, plein de courbes, plein de données dans vos tableaux de bord. Et tout ça va vous permettre de faire une interface intuitive et adaptée à vos besoins. Un design soigné sur votre domotique, c'est ce qui vous aidera à mieux gérer votre domotique au quotidien. Et puis, si vous voulez décliner une vue mobile, une vue ordinateur, une vue tablette pour un pilotage au mur, vous devrez passer par le design et donc vous devrez passer par la création de tableaux de bord dédiés. C'est donc un point de passage obligatoire aussi pour avoir une domotique efficace. Un autre point à ne pas négliger et peut-être même à traiter avant même de s'occuper du design, il s'agit de la sécurité. N'oublions pas la sécurité. En domotique, c'est quelque chose de très important. Votre domotique gère des fonctions critiques cruciales de votre maison. Il est donc essentiel d'adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité, utiliser un reverse proxy et un certificat SSL pour sécuriser l'accès à distance de votre domotique est par exemple le minimum vital à mettre en place. Là encore, j'ai quelques guides pour vous expliquer tout cela et vous allez pouvoir ouvrir l'accès à votre domotique à distance pour pouvoir en avoir la main et la vue de loin, pouvoir la piloter même où que vous soyez, mais de manière sécurisée. Il est très important de se pencher sur la sécurité de votre domotique Home Assistant et là encore, je vous donne dans les notes du podcast quelques guides pratiques à mettre en œuvre pour renforcer le côté sécurité de votre instance. Et puis quand on parle sécurité en domotique, comment ne pas parler des sauvegardes? C'est l'autre aspect critique à mettre en œuvre assez rapidement, en tout cas dès que vous avez commencé à faire des choses un peu poussées dans votre système, puisque les sauvegardes vont tout simplement vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans les expérimentations. Vous allez pouvoir expérimenter des nouvelles choses, n'ayez pas peur d'installer des choses et de tester des choses, mais bien sûr, avant cela, faites des sauvegardes pour pouvoir revenir à un état de stabilité de votre système connu avant même que vous essayiez de déployer des choses et que le système commence à être bancal. Donc les sauvegardes sont primordiales. Et ce ne sont pas les solutions qui manquent, que ce soit en local, sur un NAS, sur un disque secondaire, sur un espace sur votre réseau local, sur votre Freebox qui a un partage réseau. Tout est possible pour faire des sauvegardes en local. Ensuite, vous avez aussi l'option des sauvegardes distancielles, c'est-à-dire dans le cloud. Vous faites une sauvegarde déportée de votre système, par exemple, très simplement, dans Google Drive. Avec un simple compte Google, de manière gratuite, vous exportez vos sauvegardes dans Google. Et puis, vous pouvez aussi combiner les deux. C'est sûrement le meilleur compromis de faire des sauvegardes à la fois en local sur un NAS sur votre réseau, mais également répliquer ces sauvegardes ou simplement faire aussi en parallèle d'autres sauvegardes dans le cloud pour avoir plusieurs versions sécurisées de votre système et pouvoir le restaurer très simplement quand vous en avez besoin. Un système qui crache, une mise à jour qui se passe mal, une évolution que vous avez voulu mettre en place et finalement vous vous êtes rendu compte que c'est pas stable, c'est pas super et ça vous embête parce que ça a créé pas mal de nouveautés dans votre système et vous aimeriez revenir à l'état d'avant cette nouveauté. Simple restauration d'une sauvegarde et c'est parti. Sans sauvegarde, votre système crache et vous avez un système, imaginez que votre système a été, vous y avez passé des heures. Vous l'avez configuré aux petits oignons. Vous avez fait tout un tas de codes personnalisés, que ce soit dans vos automatisations, que ce soit dans votre dashboard. Vous y avez implémenté des centaines de périphéries. Si vous n'avez pas de sauvegarde, vous avez perdu tout ça et vous allez devoir le refaire. Je vous raconte même pas les heures perdues. Est-ce que vous arriverez au même résultat? Peut-être même pas parce que vous ne savez plus comment vous avez fait telle ou telle chose ou vous vous souvenez plus que vous aviez fait telle ou telle chose et vous le découvrirez par la suite. Bref, ayez des sauvegardes, vérifiez vos sauvegardes, schedulez vos sauvegardes, exportez vos sauvegardes, sauvegardez votre domotique. Voilà les amis, nous avons couvert dans cet épisode les étapes essentielles pour bâtir votre système domotique de manière fiable, sécurisée et pérenne. N'oubliez pas, prendre le temps de bien choisir votre matériel, de configurer votre réseau domotique j'entends, et de sécuriser votre installation est la clé d'une domotique fonctionnelle, sécurisée et pérenne. En appliquant ces quelques bonnes pratiques et ces quelques conseils, vous aurez un système domotique à la fois robuste, mais également sécurisé, et puis qui sera correct pour bien démarrer. Et vous n'aurez pas le système parfait, mais
il n'y a pas de système informatique parfait, qu'on se le dise. Par contre, en suivant ces quelques recommandations, vous allez avoir les bonnes clés en main pour démarrer une aventure domotique qui vous correspond et vous épanouir dans votre stratégie domotique. N'oublions pas que la domotique, c'est avant tout, en tout cas pour moi, c'est avant tout une passion, c'est avant tout un plaisir. Donc la domotique doit être un plaisir à mettre en œuvre. Et donc j'espère qu'avec tous ces petits conseils que je vous donne, vous aurez plaisir à le faire chez vous et plaisir surtout à voir que ça fonctionne bien, que ça fonctionne comme attendu et que vous avez toute la sécurisation qui va avec en cas de pépin. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté sur ce nouvel épisode de Domotique Chronique. Rappelons que la domotique n'est pas seulement une question de technologie et dédiée à des technophiles, elle est dédiée à tout le monde et ce podcast va en ce sens, mais c'est aussi une notion d'amélioration de notre quotidien, offrant confort, sécurité et efficacité, tout en ouvrant les portes vers un avenir connecté. Amusez-vous bien et domotisez.